Salut la poiscaille. Alors, est-ce que ça vous dirait une petite virée sur les îles Canaries, histoire de partir en croisière et se dorer le cul au soleil? Ah bah carrément ouais, surtout si c'est toi qui régale Chris. Ouais, enfin t'emballes pas non plus quoi. Parce que même si les îles Canaries, ça ressemble à un petit coin de paradis sur le papier, elles peuvent aussi rapidement se transformer en enfer. Un peu comme ce qui s'est passé le 27 mars 1977. Et c'était à l'aéroport de Tenerife. Attends, je comprends rien là, je croyais qu'on partait en croisière. Eh ben ouais, en fait c'est exactement ce qu'avaient prévu les passagers des vols Panam 1736 et KLM 4805, avant de vivre un terrible accident. D'ailleurs, je crois ne l'avoir jamais dit, mais j'ai une autre chaîne qui s'appelle Astrofécon, avant c'était l'Astrolabe, et où dessus je découvre des trucs inventifs ou technologiques. Il y a notamment une vidéo qui est sortie sur les avions les plus bizarres. Voilà, le lien est en description. D'accord, faisons comme ça. Alors qu'ils étaient en transit dans le petit aéroport de Tenerife, deux Boeing 747 se sont violemment percutés. Et le Boeing 747, ça ressemble à ça, hein, c'est quand même un gros bébé. Je rappelle quand même qu'à l'époque, c'était le plus gros avion de ligne. Et donc leur collision a déclenché un énorme incendie, tuant au passage plus de 500 personnes. Non mais comment c'est possible que des Boeing se foncent dessus? En fait, disons qu'entre les imprévus terroristes, le temps tout pourri et puis les soucis de communication, eh bien, certains facteurs peuvent expliquer une telle tragédie. Même si l'histoire est super frustrante quand on sait que cela aurait pu être évité. Alors c'est parti pour le décollage et revenons sur cette journée meurtrière, encore considérée aujourd'hui comme le plus gros crash aérien de tous les temps. Minuit 45, heure américaine, 16h45. Il est minuit 45 quand l'équipage du vol de la compagnie de Pan American, World Airways, se présente à l'aéroport JFK de New York, prêt à embarquer pour les îles Canaries. Et d'ailleurs, on peut dire que les passagers du vol Panam 1736 n'ont pas trop à stresser au vu de la carrière des gars qui font piloter leur engin. Puisque entre le capitaine Victor Grubbs, le premier officiel et l'ingénieur de vol, eh bien, ils cumulent à eux trois presque 50 000 heures de vol. Donc ils ont quand même de la bouteille. Ah ouais, donc c'est pas des débutants quoi. Oui, ils sont plutôt à l'aise. Et donc, à bord de leur Boeing, il y a 396 personnes, essentiellement des petits vieux qui sont bien décidés à quitter la grisaille new-yorkaise pour trouver le soleil. Bref, les vacances quoi. 9h, heure néerlandaise, 10h. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls à rêver de cocktails sur la plage, puisqu'à 6000 km de là, à Amsterdam, eh bien d'autres passagers s'apprêtent à embarquer dans un Boeing 747 de la compagnie néerlandaise KLM, Royal Dutch Airlines. Lui aussi en direction de l'aéroport de Las Palmas. Et là encore, les passagers peuvent être sereins puisque l'équipage du KLM 4805 fait partie des plus compétents. À commencer par son capitaine Jacob Louis Van Zanten. Vous inquiétez pas pour les noms, on va vite arrêter d'en bouffer. Donc du coup là, le gars est une légende vivante dans sa compagnie et tout le monde l'adore. Et d'ailleurs, il ne se contente pas d'être un excellent pilote, puisque c'est aussi un très bon pédagogue qui forme les nouvelles recrues de la compagnie. Et donc, alors que les deux Boeing volent tranquillement en direction des Canaries, ils sont à 1000 lieues d'imaginer ce qui est en train de se passer sur la terre ferme. Midi 27. Le jour est déjà bien levé sur l'archipel espagnol et à l'aéroport de Las Palmas, eh bien, c'est déjà très animé. Sauf que, dans tout ce bordel quotidien, personne ne fait attention à l'homme qui s'engouffre dans la boutique de fleurs de l'aéroport, avec une mallette à la main. Et bah, ce type, en fait, c'est un membre des forces armées Guanche, qui est un groupe terroriste accessoirement connu pour son amour des explosions. À l'époque, l'Espagne sort tout juste d'un régime dictatorial mené par Franco. Et après toutes ces années d'oppression, le pays est très fragilisé. Dans ce contexte de politique instable, un parti indépendantiste du nom de Mouvement pour l'autodétermination et l'indépendance de l'archipel des Canaries en a profité pour développer les forces armées Guanche, un groupuscule terroriste prêt à tout pour obtenir l'autonomie des Canaries. Et alors que la première bombe explose, eh bien c'est la cacophonie. Bon, après là, je vous rassure tout de suite, c'est simplement une petite bombe qui n'a pas l'air de trop faire de dégâts. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, l'aéroport reçoit un nouvel appel comme quoi une deuxième bombe pourrait péter à tout instant. Et c'est pour ça que la police décide de fermer l'aéroport et d'évacuer les gens, histoire d'éviter les mouvements de foule et d'avoir encore des problèmes là-dessus, quoi. Sauf que, il y a des avions qui sont attendus à Las Palmas, donc faut rapidement les prévenir. Les prévenir qu'ils ne peuvent pas atterrir là-bas, et surtout leur trouver un nouveau point de chute. Mais attends, c'est pas l'aéroport où devaient atterrir les deux Boeing dont on parlait juste avant ? Écoutez, devinez quoi. Je pense pas avoir parlé de deux avions qui n'ont aucun rapport avec la vidéo, je pense. C'est pas faux. Et vous vous doutez bien que quand les pilotes apprennent la nouvelle, ils font un peu la gueule. Heureusement, on va très vite leur proposer une solution de secours, puisque les deux Boeing peuvent atterrir sur l'île voisine, à Tenerife donc, dans le petit aéroport de Los Rodeos, à une demi-heure de vol de Las Palmas.
13h. Et à quelques kilomètres de là, à Los Rodeos, c'est clairement le bordel là. Parce que déjà, contrairement à Las Palmas, Los Rodeos est tout petit. C'est un petit aéroport régional où il n'y a qu'une seule piste. Donc faire atterrir autant de gros appareils d'un seul coup, c'est quand même pas conseillé quoi. Parce que en vrai, c'est aussi que ce jour-là, on est dimanche et il y a seulement 2 gars qui travaillent dans la tour de contrôle. Alors bon, en temps normal, c'est largement suffisant, sauf que là, avec tous les avions déroutés qui déboulent de tous les côtés, c'est super compliqué à gérer. Et ils ont fait comment du coup? Ils ont fait comme ils ont pu, en jouant à Tetris et en foutant les avions là où il y avait de la place. Parce qu'il faut vraiment vous dire que Los Rodeos n'était pas du tout un aéroport conçu pour accueillir des gros bébés pareils, les Boeing 747. En fait, c'était plutôt fait pour les petits avions privé quoi. Donc il n'y avait même pas de radar ni de marquage au sol. Je vous l'ai dit, regardez la photo quand même. On n'a pas envie d'atterrir là-dessus quand on a un gros porteur. Et d'ailleurs pour ne rien arranger, les feux de ligne médiane, autrement dit du coup les petites loupiottes vous savez qui servent à délimiter la piste, je vous le donne en mille mais il ne marchait pas ce jour-là. Vraiment pas de bol. Ah ouais, donc il y a rien qui va quoi. Quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Oh mon Dieu. Merci. Voilà, c'est un peu le caca. Et malgré ça, les gars réussissent quand même à s'en sortir et font atterrir tous les avions attendus. 13h38. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque le KLM est sur le point d'arriver. À bord de l'avion néerlandais, les 235 passagers commencent à se détendre. Puisque après plusieurs heures de vol, ils vont pouvoir enfin aller se dégourdir les jambes. Et parmi eux, il y a une certaine Robina van Lanschot, qui est une jeune guide locale qui est impatiente de retrouver son mec. D'ailleurs, même si l'ambiance est plutôt tranquille chez les passagers, ce n'est pas la même chanson du côté du cockpit. Surtout pour le capitaine Van Zanten, qui est de plus en plus stressé. Ah pourquoi? Il devrait être content d'être arrivé, non? Disons qu'à cause du retard engendré par l'attentat, les pilotes néerlandais craignaient de dépasser les heures réglementaires de service et donc de devoir rester à Tenerife plus longtemps que prévu. En 1974, les Pays-Bas avaient voté une loi qui définissait de nouveaux délais de service de vol et ils étaient plutôt stricts. En cas de dépassement trop important, c'est la responsabilité pénale des pilotes qui était directement mise en cause. Les peines encourues peuvent aller de la perte du permis de vol à une peine de prison pure et simple. En fait, à ce moment-là, le capitaine Jacob Van Zaten n'a qu'une seule idée en tête. Repartir au plus vite pour rejoindre Amsterdam dans les temps, quitte à négliger certains détails. 14h15. Il est 14h15 quand le Panam 1736 atterrit à Los Roderos. Et clairement, ça fait quand même 14 heures qu'ils sont en train de voler. Donc, tout le monde en a plein le cul, honnêtement. Je sais pas si vous avez fait des vols aussi longs, mais en classe éco, c'est vraiment l'enfer. Vous avez les jambes en compote, vous êtes courbaturé, vous avez mal. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Donc ouais, ils sont bien contents d'arriver. Sauf que je vous rappelle qu'on est dans un petit aéroport. Donc très vite, l'aérogare est bondé et il n'y a plus de place pour les nouveaux arrivés. Et c'est pour ça que le capitaine Victor Grubbs décide de garder les passagers à bord de l'avion. Là, heureusement, comme le personnel de bord est plutôt sympa, les gens relativisent et le capitaine en profite même pour faire visiter son cockpit. Donc voilà, au final, il gère bien, l'ambiance est détendue. Ouais, et puis les gens doivent se dire qu'ils vont bientôt trouver le soleil. Alors oui, mais en fait, pas du tout. Parce que, en fait, à ce moment-là, le temps est tout pourri. Il fait vraiment tout gris, il se met même à pleuvoir, et surtout, il y a de plus en plus de brouillard. Et le brouillard, c'est jamais une bonne nouvelle, Surtout quand tu veux faire décoller des avions. Surtout quand le matos est précaire, et surtout quand il n'y a aucune visibilité sur la piste. 14h30. Enfin, l'aéroport de Las Palmas a réouvert ses portes et tout le monde peut enfin repartir. Sauf qu'avant ça, il faut quand même aller chercher tous les passagers de l'avion néerlandais et ramener donc ces 236 personnes. Et ça, vous imaginez bien que ça demande une sacrée logistique. Et Robina dans tout ça, elle est prête à repartir? Prête à repartir? En fait, non. Robina n'a aucun intérêt à remonter dans l'avion, puisque son mec, il est prêt à venir la chercher directement à Los Rodeos. Mais ça ne se fait pas trop dans le protocole de la compagnie de se barrer comme ça. Surtout que sa place était réservée et qu'on l'attendait à bord. Mais elle, Robina, elle s'en fout complètement, elle ne compte pas remonter dans l'avion. 16h. Et puis voilà, les heures passent, et alors que la plupart des avions sont déjà repartis, les 2 Boeing sont toujours à terre. Et pour cause, le capitaine Van Zanten a décidé de faire le plein de kérosène avant le retour de ses passagers. Et comme on ne fait pas le plein d'un Boeing comme celui d'une Twingo, ça prend un peu plus de temps, quoi. C'est les Américains qui devaient être contents. Clairement oui, vu qu'ils sont coincés juste derrière l'avion néerlandais. Après, ils ont quand même essayé de contourner le KLM 4805, mais il manquait quand même 4 mètres pour qu'ils puissent faire la manœuvre en toute sécurité. Ils voulaient pas prendre de risques, et donc ils ont fini par abandonner l'idée, la mort dans l'âme.
16h55. Enfin, le Boeing néerlandais a son kérosène et il va pouvoir tranquillement redémarrer pour remonter la piste. Quelques instants après, le Boeing américain lui emboîte le pas et le suit très prudemment. Car, je vous le rappelle quand même, il y a un putain de brouillard et il est tellement dense que la visibilité est réduite et qu'on ne voit rien à plus de 200 mètres. D'ailleurs, même les gars de la tour de contrôle ne voient rien du tout à ce moment-là. Donc, ils sont obligés de guider les avions à l'aveugle. Ils ont vraiment cumulé tous les problèmes, quoi. Et le problème, justement, c'est qu'entre la météo hasardeuse, les passagers qui râlent et les pilotes de plus en plus nerveux, ça n'a pas tardé pour que l'ambiance soit vite pourrie, quoi. Et que tout le monde peine à s'écouter. C'est par exemple le cas des gars de la tour de contrôle qui essayent de communiquer avec le Boeing américain en leur disant qu'ils pourront garer leur avion à la 3e bretelle, en fait, le temps que le Boeing néerlandais puisse décoller. Sauf que vous voyez, à cause de leur accent espagnol très marqué et les bugs de micro, les Américains ne comprennent absolument rien, quoi, merde. Oui, là, c'est gênant. Du coup, ils hésitent entre la première et la 3e bretelle. Bref, ils sont complètement paumés sur la piste, avançant au ralenti. 17h06. Donc ça y est, les Néerlandais sont arrivés en bout de piste et ils s'apprêtent à faire demi-tour. Bon, ils ne le savent pas, mais à ce moment-là, les deux Boeing se font face sans se voir. Toujours dans un épais brouillard et chacun à moins d'1 kilomètre de distance. Ça sent le roussi ton truc là. Oh putain oui. D'autant plus que Van Zanten, le commandant de bord, est de plus en plus nerveux et qu'il demande rapidement l'autorisation de route. En aviation, les autorisations de route sont les instructions données par les agents de la tour de contrôle pour aider les pilotes à se rendre à leur destination. Mais si les autorisations de route annoncent le futur départ, ce n'est en aucun cas une autorisation officielle de décoller, puisqu'il peut y avoir un délai de 15 à 20 minutes entre les instructions de route et le décollage. Le truc, c'est que le capitaine néerlandais va prendre ça pour un top départ et allumer ses moteurs, alors que les Américains sont toujours sur la piste en train de chercher leur bretelle de sortie. Mais il y a vraiment aucun moyen de l'arrêter à ce moment-là ? Disons qu'entre les problèmes de communication, le brouillard toujours plus intense et la prise de vitesse du Boeing néerlandais, tout s'accumuler fait que ça devient compliqué d'annuler, quoi. Là, à ce moment-là, le KLM 4805 allait à plus de 270 km/h quand il aperçut le Pan Am 1736. Autant vous dire que même en tirant le manche à fond pour essayer de décoller, l'appareil était encore trop lourd à cause du plein d'essence. Et donc, il était trop tard. Tout se passe alors très vite, l'avant du Boeing néerlandais percute alors le flanc droit du Pan Am en à peine 1 seconde, dans un bruit assourdissant, déchirant tout son fuselage comme si c'était du papier. Il y avait des bouts de moteur et de l'essence brûlante qui volaient dans tous les sens, et le peu de passagers encore vivants à ce moment-là du Pan Am ont vu les cloisons s'ouvrir face à eux, le plafond s'écrouler et le plancher s'effondrer sous leurs pieds, alors que l'avion s'embrasait. Un peu plus loin, le Boeing néerlandais, celui qui transperce l'autre avion, s'écrase dans un immense incendie, ne laissant aucune chance de survie pour les passagers à son bord. 17h15. Bon, dans la tour de contrôle, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, même si le bruit des explosions donne évidemment un gros indice. Et forcément, vu ce qui s'est passé le matin même, on se dit que une nouvelle bombe a explosé quelque part. Mais ce n'est que grâce au pilote d'un avion stationné un peu plus loin que les secours ont pu être prévenus. Quand les pompiers de l'aéroport arrivent sur place, ils tombent d'abord sur le KLM et donnent tout ce qu'ils ont pour combattre l'incendie. Mais c'est seulement quelques minutes plus tard, alors que le brouillard s'est suffisamment dissipé, que les pompiers aperçoivent un autre incendie à 450 mètres de là. Ils croient d'abord que c'est un autre morceau de l'avion, et c'est en s'approchant qu'ils constatent qu'il s'agit d'un autre Boeing, le Pan Am, avec des survivants ensanglantés à ses pieds. Finalement, sur les 248 passagers du KLM, il n'y aura qu'une seule survivante, Robina Van Lanschot, sauvée grâce à l'amour et à son mec, avec qui elle est d'ailleurs toujours. Et pour le Boeing américain, il y aura 64 survivants contre 335 personnes tuées. Et au total, ce sont donc 583 personnes qui ont perdu la vie dans ce terrible accident. Ouais, donc en gros, le plus gros accident aérien de tous les temps s'est fait au sol. Ironiquement, ouais. En tout cas, aussi terrible soit-il, l'accident de Tenerife a permis de faire évoluer le monde de l'aviation, notamment sur les normes de sécurité, genre maintenant même les petits aéroports ont droit à leur radar au sol, mais aussi sur le vocabulaire, davantage adapté à l'international, et éviter les petits problèmes de communication. En attendant, on espère qu'on ne connaîtra pas d'autres crashs aussi meurtriers que l'accident de Tenerife. D'ailleurs, petite annonce, si vous êtes monteur vidéo et que vous êtes freelance, on est intéressé pour un travail régulier sur le long terme. Pour ça, vous avez un petit formulaire en description. Et voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo.